Chapitre 3. Tout le reste de la journée, Cornebique avance comme un canard mécanique, la tête vide, courbé contre le vent. La faim le travaille. Il a fourré le baluchon sous sa chemise et n'ose pas y toucher, sauf pour le remonter un peu de temps en temps. Ça glisse toujours vers le ventre, cette affaire. Il n'est pas pressé de découvrir la tête de pied. Le vieux Stanley est bien gentil, mais il a oublié d'indiquer dans sa lettre quel genre de bestioles ils sont, lui et les siens. On peut s'attendre à tout, de la grenouille au porc-épic. Une fois ou deux, Cornebique s'arrête et colle son oreille contre le tissu du torchon. Il lui semble percevoir un léger ronflement, mais bon, avec le vent qui hurle... Il sent de la chaleur en tout cas. Ça le rassure un peu. Au moins, il ne couvre pas un serpent. Le soir, il trouve un rocher et s'installe derrière pour dormir à l'abri. Le vent est tombé, il s'enroule dans sa couverture, regarde longtemps le baluchon. J'ouvre pas, j'ouvre pas. On verra demain. Je dors. Au milieu de la nuit, c'est le calme et le silence qui le réveillent. Dans le ciel limpide, la lune est montée, toute ronde. Il n'y a plus un souffle d'air. Cornebique sent que le moment est venu. Il défait le nœud du torchon, saisit un coin de la couverture entre l'index et le majeur. Délicatement, il l'écarte. La petite chose ressemble à un hamster, deux têtes, non une souris. Difficile à dire. Cornebique n'est pas un as en sciences naturelles. Ça mesure une main à peu près, mais comme c'est roulé en boule, on a du mal à savoir. Le corps est enfilé dans une chaussette de laine. Peut-être celle du vieux Stanley qu'il aurait fourré dedans au dernier moment pour qu'il ait bien chaud. Si c'est ce que vous vouliez, grand-père, rassurez-vous, le petit n'a pas froid. Il dort comme une souche. Il en écrase, comme on dit. Le lendemain matin, il en écrase toujours autant d'ailleurs, et l'après-midi aussi. Cornebique commence à trouver ça inquiétant. Il lui gratouille le cou de la pointe du doigt. Il lui souffle sur le museau. Rien à faire. Seules les petites oreilles rondes frémissent sous le courant d'air. « Attends un peu, je vais te réveiller, moi !» Il tire du banjo son sac, s'assoit en tailleur, le baluchon ouvert devant lui. Il balance. « Take a whiff, take a whiff, take a whiff on me » à pleine voix. Dès qu'il la jouait, celle-là, sur sa botte de paille, tout le monde levait les deux bras en l'air et poussait des waouh d'allégresse. Ici, le succès est moins net. Un corbeau passe très haut et remercie d'un faible croix. Quant à l'autre, dans sa chaussette, il ronflote paisiblement, on dirait même que ça l'endort davantage. Eh bien, mon gros, pour scier du bois comme ça, t'as dû avoir une drôle d'émotion, se dit Cornebique. Allez, je te fiche la paix. Il le replace sous sa chemise et continue sa route. Plein est. Il lui faut encore une nuit et une journée entière avant de comprendre. C'est pourtant l'évidence, il hiberne le pied. C'est un loir ou quelque chose comme ça. Un pionceur professionnel, un champion de l'oreiller, un de ces petits futés qui vous salue bien dès les premiers froids. Il va émerger au printemps, frais comme un gardon, et réclamer son café au lait et ses tartines. Seulement d'ici là, qui va devoir le transporter, le tenir au chaud, le protéger, c'est tonton Cornebique. Par chance, il arrive bientôt dans une contrée un peu moins sauvage. Quelques arbres, de vieux murs effondrés, un ruisseau. Il est justement assis sur une pierre au bord de l'eau. Comme ça arrive. C'est la fin de l'après-midi. Deux silhouettes minces tremblotent sur la ligne d'horizon. Amis, ennemis. Cornebique est un garçon plutôt optimiste de nature. Il les laisse venir, on verra bien. Elle marche debout, souple et silencieuse, droit sur lui. Mais plus elle s'approche, plus il sent que son estomac se ratatine. Elles ont des têtes triangulaires, posées sur des longs coups maigres, des têtes de fouines. Aussitôt, tous les signaux d'alerte de Cornebique se déchaînent. « Danger! Danger !» Ça lui fait comme une lame glacée sur la colonne vertébrale. Les griffus! Sans les avoir jamais vus, il les reconnaît.
Elles sont vêtues de noir. Leurs yeux jaunes vous transpercent comme des poignards. Monsieur, salue la première très aimablement. Une longue cicatrice lui barre le front. Messieurs, mesdames, répond Cornebic. En promenade? C'est ça, en promenade. La deuxième reste à distance. Elle observe la première, qui commence à tourner autour de Cornebic. Comme il n'aime pas ça, oh mais comme il n'aime pas ça! Il a envie de poser ses mains sur le baluchon qui gonfle son ventre pour le protéger. Mais il se retient de le faire. Restez calme, voilà ce qu'il faut. Facile à dire, hein. Son cœur cogne à grands coups dans sa poitrine. Vous n'auriez pas vu un grand bouc qui marcherait tout seul vers l'est par hasard, questionne perfinement la première. Je vois pas. Oh, c'est dommage, il transporte un baluchon, ça ne vous dit rien? Rien du tout. C'est dommage, hein, Flèche, que c'est dommage. Ça dit rien au monsieur. Elle sourit. Un long silence s'installe. Elles ont l'air tellement sûres d'elles, de leurs crocs, de leurs griffes, que Cornebic en a du mal à respirer. Il sait qu'il n'a aucune chance de s'en tirer s'il y a bagarre. Pendant qu'il en embrochera une de ses cornes, s'il y arrive, l'autre lui sautera à la gorge et quick. Finalement, il n'en peut plus du silence. Y aurait quoi dans ce baluchon? Oh rien, un minot de la première, un petit ami à nous qu'on a perdu et qu'on aimerait retrouver. Flèche et moi, on adore les enfants, hein, Flèche? Ah oui, Pearl, on les adore. Je vois. Désolé, ça me dit rien. Cette fois, c'est Flèche qui prend le relais. Elle s'approche et grince. Et une cigogne qui s'appelait Margie, ça vous dit davantage? Non, pas davantage. Flèche fait tourner quelques plumes entre ses doigts. Vraiment? Avec des plumes comme ça, des plumes blanches et noires. Et un bec comme ça, ajoute Pearl en tirant de sa poche le long bec rouge de la pauvre Margie. Alors là, c'est trop drôle. Les deux se gondolent de rire. Cornebic en a mal au cœur. Son estomac se révulse. La pauvre cigogne a vendu la mèche. Pour rien d'ailleurs, puisqu'ils lui ont fait la peau tout de même. Mais il ne lui en veut pas. Au fait, qu'est-ce que vous cachez là sous votre chemise? Interroge Flèche en s'approchant, les yeux plissés. Cornebic sent que la panique n'est plus très loin. Pour gagner un peu de temps, il commence par se rouler une cigarette, mais ses doigts tremblent et il fait tomber la moitié du tabac sur ses genoux. Vous êtes nerveux. Je vous demandais seulement ce que vous cachiez sous votre chemise. Oh, je cache rien du tout, c'est mon ventre. J'ai trop mangé ces derniers jours. On peut voir? Oh oui, on aimerait beaucoup voir, ajoute Pearl en prenant un air effrayant. Cette fois, ça y est, Cornebic, mon petit père. Ou bien t'as une illumination dans les 10 secondes qui viennent, ou bien... Il se rappelle l'expression de son copain Bic en borne. Je me fiche bien de mourir. Quand on est mort, on n'a plus mal aux dents. Il trouvait ça drôle à l'époque. Est-ce grâce à ce souvenir fugace? En tout cas, il se revoit soudain enfant, galopant dans le pré avec ses potes. « Attends-nous, Cornebic! Tu sèmes tout le monde! Cornebic, arrête! T'as 2 tours d'avance! » Il se dit que c'est peut-être là sa chance. La dernière, et la seule de toute façon. « Allez, mon biquet, courage! Tu ne vas pas te laisser zigouiller par ces 2 fouines sans te défendre. » Il respire un bon coup et murmure. « Non, on peut pas voir. »« Oh, c'est embêtant, Queen Flèche. C'est embêtant, Pearl. »« Très embêtant, et grand-mère ne serait pas contente. »« Et si on veut voir quand même, reprend Flèche. »« On peut pas voir, s'entête Cornebic. » Il a mis la cigarette entre ses lèvres. Il fait semblant de ne pas trouver son briquet. Il fouille ses poches. Ah, il doit être là dans son sac posé juste à côté. Il se lève laborieusement. Les 2 griffus commettent l'erreur sur laquelle il compte. Elles se placent toutes les 2 du mauvais côté, entre Cornebic et le ruisseau. Elles n'auraient pas dû, beuh!
Il envoie à la première un coup d'épaule monumental. Prends ça, ma vieille! Ça la catapulte sur la deuxième, et toutes les deux se retrouvent à la flotte. Flouch! Cornebique saisit le sac et pique son démarrage. Foudroyant. Les griffus détestent l'eau. Elles détestent encore plus qu'on les y pousse. Elles n'apprécient pas non plus qu'un bouc leur donne des coups d'épaule. Elles ne sont pas habituées à ce genre de traitement. Quand elles sortent du ruisseau, trempées comme des soupes, elles ont perdu leur arrogance. Une rage folle les défigure. Elles crachent, elles sifflent, leurs yeux lancent des éclairs mortels. Seulement, elles comptent déjà 20 bons mètres de retard, et Cornebique cavale pour sa vie. Pour celle de pied aussi. Ce n'est pas le poids qui l'embarrasse, ni celui du baluchon, ni le sien. Il a si peu mangé depuis une semaine qu'il flotte dans sa peau comme dans un pyjama trop grand. Ses 20 mètres d'avance, il les défendra jusqu'au bout. Si elles veulent lui grignoter les mollets, il faudra d'abord qu'elle le rattrape. Pendant plusieurs kilomètres, tous les trois font voler la poussière sur leur chemin. De temps en temps, Cornebique se retourne pour mesurer l'écart. Il lance ses grands bras osseux loin devant lui, il souffle fort. Combien de temps tiendra-t-il encore? Elles n'ont pas l'air de se fatiguer, les tueuses. Brusquement, il sent comme du mou dans les guiboles. C'est la fringale qui le creuse. Ça ne pardonne pas, ce truc-là. D'ici peu, la tête va lui tourner, il se mettra à zigzaguer et il s'effondrera sur le chemin. Elles n'auront plus qu'à mettre la serviette de table autour du cou. Au menu, gigot de bouc, dessert, Loire. Il ne lui reste plus qu'une dernière cartouche à tirer, le bluff. Allez, tant pis, le tout pour le tout. Il commence son cirque. Vas-y, je me retourne tous les 10 pas, vas-y que j'ouvre grand la bouche pour happer une goulée d'air, vas-y que je boite de la patte gauche. Les griffus gagnent du terrain. Déjà, elles croient le tenir. Leur furie est décuplée. Plus que 10 mètres, plus que 5, plus que 2. Elles s'apprêtent à bondir sur lui pour achever le boulot. Et c'est là que Cornebique, Monsieur Cornebique, pique son deuxième démarrage. Il met toute sa volonté dans la course, et surtout l'effort désespéré pour paraître frais et dispos. Il a mal partout, ses os craquent, ses poumons brûlent, mais il se donne l'allure de celui qui court tranquille, peinard, qui est encore sous la pédale. Il parvient même à se retourner et à leur sourire. Il leur envoie un baiser. « Salut les filles !» Écœurée, elle remonte au bout d'une centaine de mètres. « On se retrouvera !» hurle Flèche, le visage tordu par la haine. « Ne l'oublie jamais !» s'époumonne Pearl. « Où que tu sois !» Il a beau être hors de leur portée, ça lui donne des frissons à Cornebique. Il trottine encore 1 kilomètre ou 2 pour être sûr, puis se laisse tomber dans l'herbe au bord du chemin, anéanti de fatigue. Lentement, son cœur s'apaise, son souffle se ralentit. Tout doux, Cornebique, tout doux. Tu les as semés. Tu n'as plus rien à craindre, calme-toi. Il pose ses mains sur le baluchon, le caresse. « Ça va, mon petit père? Pas trop secoué ?»